Je pense avoir fait une énorme erreur en conseillant à mon fils d'utiliser ChatGPT. Je travaille dans l'informatique, donc les codes et l'IA, c'est mon domaine. Mon fils de 11 ans, Chad, pense que je suis le père le plus cool de la planète. Je ne l'empêche jamais de jouer aux jeux vidéo ou de surfer sur Internet comme un geek. Ma femme, par contre, déteste ça. Elle dit que ma passion pour le monde virtuel va ruiner l'esprit de mon fils, mais je sais qu'elle s'inquiète juste qu'il soit trop distrait avant ses examens. Donc juste avant l'examen de Chad, sa mère lui a formellement interdit de faire autre chose que réviser. Plus de jeux vidéo où tu seras puni après l'examen. C'est toi qui vois. D'accord. En voyant Chad rentrer dans sa chambre, l'air triste, j'ai dit à ma femme, « Tu n'es pas trop dur avec lui? » Je veux dire, ce n'est qu'un examen, Laurie. Non, l'un de nous doit être strict, et ce sera moi. Je n'ai rien ajouté car je ne voulais pas me disputer avec ma femme. Je regardais le match de foot, allongé sur le canapé, quand Chad est venu vers moi avec son livre dans ses mains fatiguées. « Papa, je ne comprends pas ce problème. » Les maths? Allez, Chad, tu es un gamin intelligent. Je suis sérieux, papa. Tu vas m'aider ou pas? Je regarde le match. Mais papa... Montre-moi la question. Chad m'a montré le problème de maths, et j'ai vu qu'il était difficile, mais je n'avais pas envie de résoudre le problème d'un gamin de 11 ans, alors j'ai utilisé ChatGPT. J'ai cherché la question et j'ai eu la réponse tout de suite. Regarde, voici la solution. Comment t'as trouvé ça? En utilisant ChatGPT. C'est un chatbot qui peut répondre à toutes tes questions. D'accord. Chad est retourné dans sa chambre et je n'ai pas vu le désastre qui guettait notre famille. Après ce jour, Chad n'a plus posé autant de questions comme un enfant devrait le faire. Dès qu'il bloquait sur quelque chose, je le voyais taper sur mon ordi, interrogeant ChatGPT. Je n'y voyais rien de mal car l'historique montrait surtout des devoirs et des trucs drôles de gamins. Chad a demandé, par exemple, « Comment puis-je dire à une fille que j'aime sa robe ?» ou « Comment agacer mes profs pendant les cours ?» Basique, non? Donc, je ne l'ai jamais empêché d'utiliser mon ordinateur portable. Un jour, j'ai vu Chad taper quelque chose sur mon ordi. Mais dès qu'il m'a vu, il l'a éteint et a quitté la pièce. Son comportement m'a rendu suspicieux. Que faisait-il? Me cachait-il quelque chose? J'ai regardé l'historique et je me suis immédiatement senti coupable. Chad avait cherché comment surprendre papa pour son anniversaire. Depuis ce jour, je me suis juré de respecter sa vie privée, de ne plus jamais douter de lui. C'était un beau matin d'été. Je tondais la pelouse quand j'ai entendu ma femme gronder « Chad, c'est quoi ce passe-temps malsain, Chad? Tu les tues. » J'ai couru vers eux et demandé « Hey, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que ton fils fabrique. » J'ai vu Chad assis sur l'herbe, tenant un journal dans sa main. Sur les pages blanches du journal, Chad épinglait des papillons encore vivants avec des épingles. Les papillons battaient des ailes de douleur. « Tu aimes mon album, papa? » « Fiston, où as-tu appris ça? » J'ai demandé des loisirs passionnants et ChatGPT m'a suggéré de créer ma propre collection de papillons. Mais tu ne peux pas les tuer, Chad. Tu n'as pas pitié d'eux? Pourquoi, maman? Ils sont magnifiques même après la mort. Une déclaration aussi froide venant d'un enfant de 11 ans m'a bouleversé. J'ai compris que ce désastre était de ma faute et que je devais y mettre fin. Bon, Chad, ça suffit. Tu n'utiliseras plus mon ordinateur portable. Mais comment vais-je trouver des réponses à mes questions? Tu peux demander à ta mère ou à moi, et si on ne sait pas, on t'aidera à chercher en ligne, mais pas via ChatGPT. C'est une IA intégrée et elle n'est pas toujours fiable. Mais c'est toi qui l'as utilisée d'abord pour résoudre mon problème de maths. Je sais, et je n'aurais pas dû faire ça. Je te promets que je n'utiliserai pas ChatGPT non plus. Mais j'ai tellement de questions. Tais-toi et va dans ta chambre. J'ai vu Chad taper du pied avec colère en allant dans sa chambre. Il m'a même claqué la porte au nez, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Chad a cessé de me parler pendant 2 jours, mais je n'ai pas cédé. La 3e nuit, je dormais quand j'ai entendu un clic à la porte. J'ai ouvert mes yeux ensommeillés et j'ai vu Chad entrer dans la pièce. Il était très discret et essayait de ne faire aucun bruit. Il s'est approché furtivement de ma table et a pris mon ordinateur. Le clair de lune éclairait son visage et j'y ai vu le sourire le plus effrayant jamais vu sur mon fils. Il a ouvert l'ordinateur, cherché quelque chose, puis est retourné dans sa chambre. Chad ignorait que je l'avais vu. Dès qu'il est parti, j'ai bondi de mon lit et vérifié l'historique de ChatGPT. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Chad avait demandé comment devenir un tueur à la hache. Je n'ai rien dit à ma femme, mais quand Chad est allé à l'école, j'ai fouillé sa chambre. J'ai trouvé une petite hache qui venait de nos outils de jardin. Chad l'avait cachée sous son lit.
Que mon fils prenne conseil d'un chatbot pour tuer son père m'a rendu malade. Comment arrêter ça? Je ne sais pas si je peux interroger un enfant de 11 ans sur un meurtre à la hache. Oh papa, j'ai une surprise pour toi. J'ai trouvé les réponses à tous mes problèmes. Cette histoire s'inspire d'une réponse flippante de ChatGPT à une blague sur les tueurs à la hache. La réponse détaillée a terrifié tous ceux qui l'ont vue sur Internet. Regardez la réponse et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Être prof était mon rêve depuis l'adolescence. Gérer les enfants, les connecter, les instruire et les voir grandir, c'est le top. L'odeur de crayons et de vieux papiers, le bavardage des élèves emplissait la classe. Gabriel Fernandez, au 2e rang, tête baissée, griffonnait dans son cahier. Plus calme, un peu réservé, mais toujours poli et avide d'apprendre. J'aurais dû savoir. J'aurais dû le voir plus tôt. La première alerte, c'était ses yeux. Pas juste fatigué, vide, comme si sa lumière intérieure s'éteignait. Un bleu sombre dépassait du col, jauni sur les bords, ancien. Quand je l'ai interrogé, il a sursauté, poing serré. « Juste tombé », murmura-t-il. Un frisson m'a parcouru le dos. Son ton sonnait faux, comme récité. La semaine d'après, Gabriel est arrivé à l'école avec la lèvre fendue, gonflée, du sang séché au coin de la bouche. Ses mains tremblaient en tenant son crayon, et quand je lui ai tendu un mouchoir, il a reculé comme si j'allais le frapper. « Et qui t'a fait ça ?» ai-je demandé, m'agenouillant près de lui. Mon cœur s'emballait, et j'avais la nausée. « Ma mère et son copain » a-t-il murmuré, si bas que je l'ai à peine entendu. « Ils m'aiment pas !» Un poids s'est installé dans ma poitrine. « Je peux t'aider, Gabriel » ai-je chuchoté. « Il faut juste que tu me dises tout. » Ses lèvres tremblaient. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, comme si on l'observait. J'ai tout de suite signalé l'incident. La protection de l'enfance a dit qu'elle enquêterait. Mais le lendemain, Gabriel n'est pas venu à l'école, ni le jour d'après. Quand il est enfin revenu, il avait l'air encore plus mal en point. Son petit corps était plus mince, ses joues creuses, ses bras, mon Dieu, ses bras. Brûlure de cigarette, bleu-violet, marque rouge vive. Je suffoquais. Que s'est-il passé? Ai-je demandé d'une voix calme. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Ils m'ont fait manger de la litière, dit-il, et des épinards pourris. J'ai couru appeler les services sociaux. Sortez-le de là maintenant, ai-je dit, tremblante. Madame, on a beaucoup de cas. Je m'en fiche. Il le torture. Il promettait de suivre. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû le prendre et fuir. Gabriel s'est tué après ça. Son étincelle s'éteignait vite. Un lundi, il est arrivé avec 2 yeux au beurre noir. Ses mains étaient à vif, comme frottées pendant des heures. Il bougeait lentement, comme si chaque pas le blessait. Je l'ai pris à part. Je ne les laisserai plus te blesser, d'accord? Je le jure. Il m'a regardé, ses grands yeux bruns emplis d'une chose qui m'a effrayé. L'acceptation, comme s'il savait qu'il n'allait pas s'en sortir. 2 semaines plus tard, Gabriel Fernandez était mort. On l'a trouvé sur le sol de l'appart de sa mère, son petit corps battu et brisé. J'étais horrifié de connaître les détails de ce que ses parents lui avaient fait. Comment peut-on être si cruel envers un enfant? Sont-ils même humains? Mes jambes tremblaient et mon cœur brûlait de douleur. L'idée que Gabriel soit mort à cause de ses parents m'a fait douter de tout. Et malgré tout ça, il les aimait encore. À l'hôpital, à la fin, il a dit aux infirmières « Ma mère va bien ?» J'ai hurlé. Je me suis effondré à mon bureau, secoué de colère et de chagrin. J'ai supplié, imploré, mais le système l'a abandonné. Je l'ai abandonné. Le procès était un désastre. Isaro Aguirre, ce monstre, était là au tribunal, le regard froid et vide.
Pearl Fernandez, la mère de Gabriel, n'a pas versé une larme. Ils ont diffusé les enregistrements des derniers moments de Gabriel, ses cris, ses supplications, l'horreur qu'il a vécue. Je voulais me boucher les oreilles pour oublier les sons de sa souffrance. Aguirre a été condamné à mort. Pearl a eu la perpétuité, mais ça ne semblait pas être justice. Gabriel n'était plus là. Parfois, je rêve de lui. Il est assis dans ma classe, tête baissée, dessinant des familles heureuses qui ne lui feraient jamais de mal. Je me réveille en hurlant, sachant comment son histoire a fini, et aucune peine ne compensera jamais ce qu'ils lui ont fait. J'entendais sa voix, ses derniers mots, « Aidez-moi », et je n'ai rien fait. Je repensais sans cesse à ce moment, me demandant ce que j'aurais pu faire autrement. Aurais-je pu aller chez lui ? Aurais-je pu insister davantage auprès des autorités? Aurais-je pu le protéger de ceux qui étaient censés l'aimer? La culpabilité me ronge, un poids constant sur ma poitrine. Le visage de Gabriel me hante, ses yeux vides, sa voix tremblante, les bleus racontant une histoire qu'il craignait de partager. Je pense aux autres élèves, ceux qui rient et jouent, confiants que le monde les protégera. Je les observe plus attentivement maintenant, cherchant des signes, tout indice suspect. Mais peu importe combien j'aide, ça ne suffira jamais, car Gabriel est parti et le monde semble plus sombre sans lui. L'affaire Gabriel Fernandez est l'un des cas d'abus d'enfants les plus tragiques de l'histoire américaine. En 2013, Gabriel, 8 ans, est mort après des mois de torture par sa mère, Pearl Fernandez, et son compagnon, Izaro Aguirre, à Palmdale. Gabriel a été battu, affamé, brûlé, tiré avec des pistolets bébés et forcé de manger de la litière pour chats. Malgré de nombreux signalements aux services sociaux et à la police, les autorités n'ont pas agi à temps. Le 22 mai 2013, Gabriel a été trouvé inconscient et est décédé plus tard à l'hôpital de ses graves blessures. Aguirre a été condamné à mort, Pearl Fernandez à la perpétuité sans libération conditionnelle. L'affaire a provoqué l'indignation et des appels à réformer la protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux impliqués ont été inculpés, mais les charges ont été abandonnées plus tard. Un documentaire Netflix a révélé les défaillances systémiques ayant contribué à sa mort, suscitant des débats sur la protection de l'enfance. Je suis un psychiatre réputé vivant actuellement dans le Michigan. Je fais du conseil pour adultes, mais ma spécialité est la psychologie infantile. Ceci s'est passé l'an dernier chez ma sœur à Louisville, Kentucky. Elle y vivait avec son mari et ma nièce Emily, âgée de 7 ans. Mon beau-frère est dans la marine, donc c'est surtout ma sœur et sa fille. Emily a toujours été une fille joyeuse et pleine d'énergie. D'habitude, elle me sautait au cou comme un paresseux, me réclamant 1000 choses. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Je buvais un café chaud quand le bus scolaire d'Emily s'est arrêté. Je m'attendais aux câlins et aux rires d'Emily quand elle est entrée avec son cartable. Elle semblait étrangement calme et pâle. Elle ne m'a même pas vu et est allée directement dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu l'as grondée ?» Ma sœur a dit non et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'Emily avait changé soudainement, restant dans sa chambre à griffonner. Avec le père d'Emily à l'étranger, je ne sais pas quoi faire. « Jacob, peux-tu m'aider ? Je n'ai jamais vu ma sœur s'effondrer comme ça avant. Elle avait toujours été la plus forte de notre famille. Je l'ai rassurée d'une étreinte, promettant d'enquêter et de parler à ma nièce. Après le dîner, je me suis assis avec Emily dans sa chambre. Je l'ai vue épuiser son crayon noir en traçant des cercles sans fin. « Tu aimes dessiner, hein, M ?» Elle m'ignorait, grattant plus fort. J'ai pris quelques dessins pour voir ce qu'elle gribouillait. Contrairement au chaos habituel, un dessin a attiré mon attention. C'était une vieille maison délabrée avec une fenêtre barrée. En regardant le dessin, j'ai eu la chair de poule. « C'est la maison d'à côté, M ?» « Oui. » Quand j'ai demandé à ma sœur à propos de cette maison, elle m'a dit qu'elle était abandonnée depuis des années et que personne ne s'en approchait.
Cette nuit-là, je me suis réveillé assoiffé et je suis allé à la cuisine pour prendre de l'eau. En me dirigeant vers la cuisine, un faible murmure est parvenu à mes oreilles. Poussé par la curiosité, j'ai suivi le son. Il venait de la chambre d'Emily. En poussant la porte, j'ai vu Emily fixant par la fenêtre et chuchotant de façon inquiétante. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais ses petits doigts traçaient des cercles sur la vitre. Ses lèvres bougeaient si vite qu'on aurait dit que ma nièce était possédée. Faisant quelques pas, j'ai posé une main rassurante sur l'épaule d'Emily. D'un geste brusque, Emily s'est retournée. Ses yeux habituellement vifs étaient d'un blanc vide. Ses pupilles étaient remontées dans sa tête. Un sourire terrifiant s'étirait sur son visage pâle, puis soudain, elle s'est effondrée. Brusquement, elle s'est évanouie. Ma sœur et moi avons foncé aux urgences les plus proches. À l'hôpital, Emily brûlait de fièvre, son petit corps tremblant. Dans son sommeil, elle répétait sans cesse « Je l'ai vue, la maison. La maison. » La maison abandonnée, les dessins d'Emily, son état effrayant. Tout formait une image inquiétante. Disant à ma sœur de rester avec Emily, j'ai décidé d'aller voir la maison d'à côté. Quelque chose me disait que j'y trouverais des réponses. Une épaisse couche de toile et de crasse couvrait les meubles, effaçant toute trace de vie. L'air était lourd, chargé d'une odeur de décomposition. Je suis monté à la chambre avec la fenêtre baraudée. J'ai poussé la porte, de la poussière tombant du plafond sur moi. Le clair de lune éclairait la pièce, juste assez pour que je voie clairement. C'est alors que mon cœur s'est arrêté. Le corps pâle et sans vie d'une femme gisait sur le sol. Je ne voyais pas son visage, mais sa main osseuse, inerte, prouvait qu'elle était morte depuis des jours. J'ai failli m'enfuir en courant jusqu'à perdre haleine. Une fois sur place, les policiers nous ont dit que la femme s'appelait Janine, disparue depuis 2 semaines. Ses parents ont dit qu'elle s'était enfuie avec son copain lors d'une fête étudiante. Il s'est avéré que son copain l'avait amenée dans cette maison abandonnée, complètement ivre. Le type a dû essayer d'abuser d'elle. Quand elle a refusé, il l'a réduite au silence pour toujours. Après qu'Emily se soit un peu remise, les policiers l'ont interrogée et ma pauvre nièce a fondu en larmes. Emily leur a dit avoir vu un homme agresser une fille depuis sa fenêtre quelques jours plus tôt. Finalement, ils ont retrouvé le copain de Janine et ma nièce a vite retrouvé sa joie de vivre habituelle. Ça me fait peur de voir les enfants si secrets, mais nous, adultes, devons les écouter. Je m'appelle Julia. J'ai 9 ans. Ma famille a une super maison. Je l'adore. On a 2 hectares pour jouer. C'est clôturé et on peut aller où on veut tant qu'on reste dans l'enceinte. Puis, il y a la rivière. Elle coule derrière la maison, avec un coin sableux où on peut barboter. Mais on n'y va que si un adulte nous accompagne. Papa dit que c'était une ferme avant. J'aime tout sauf mon placard. Je le déteste. Enfin, je devrais dire que je le détestais. Je ne le déteste plus maintenant, pas après ce qui s'est passé. Un clown vivait dans mon placard. Mais en fait, il n'y vivait pas vraiment. Il apparaissait juste de temps en temps. Et ce n'était pas un clown normal. Il portait des habits de clown, mais son visage me fait encore peur. Il avait un masque blanc déformé, comme Michael Myers d'Halloween. C'était vraiment effrayant, je veux dire vraiment flippant. C'était samedi soir. Maman et papa venaient de me border. Je m'endormais quand soudain la porte de mon placard a commencé à s'ouvrir. Une main a saisi la porte et l'a ouverte davantage. J'ai vu un visage. Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. C'était un clown. Il n'a rien fait pourtant. Il a mis son doigt sur ses lèvres, comme pour dire « chut ». Puis il a regardé la chambre. N'ayant pas trouvé ce qu'il cherchait, il m'a fait coucou et a refermé la porte.
Ah! Maman! Papa! Julia, ma puce, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais du mal à parler. J'étais terrifiée. Qu'y a-t-il, bébé? J'ai pointé le placard. Quoi? Le placard? Quoi avec le placard? Un clown. J'ai vu un clown. Vraiment effrayant. Maman a ri. Julia, chérie, il n'y a rien dans le placard. Tu as fait un cauchemar, c'est tout. J'ai laissé tomber, mais je l'ai revu une semaine plus tard. J'ai été retournée sur mon côté droit. Je m'endors toujours sur le côté droit. Je commençais à m'endormir quand la porte du placard a grincé. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. J'ai tiré ma couverture sur ma tête, puis l'ai baissée pour jeter un œil. C'était lui, toujours aussi laid. Il m'a regardé, fait « chut », scruté ma chambre, puis souri et fermé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien fait. Allongée là, essayant de me calmer, j'ai réfléchi. Ce clown ne m'avait jamais rien fait de mal. Il n'a jamais essayé de me faire peur ou de me blesser. Alors que faisait-il là? Et pourquoi était-il dans mon placard? Après cette nuit, les choses se sont un peu améliorées. Il continuait d'apparaître. En fait, il se montrait plus souvent. Mais chaque fois, c'était exactement pareil. C'est même devenu un peu ennuyeux. J'ai même commencé à lui faire signe en retour. Une nuit, il pleuvait fort. Je me suis endormie vite ce jour-là. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée au grincement de mon placard. J'ai regardé et il était là. Il mit son doigt sur ses lèvres. Chut! Puis se baissa pour observer comme d'habitude. Mais cette nuit était différente, très différente. Il s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés, puis encore plus. Le clown a ouvert la porte du placard et s'est rué dans ma chambre. Sa bouche béante révélait des dents monstrueuses. Il plissait les yeux, les mains levées au-dessus de sa tête. Ses doigts aux longs ongles noirs pointus étaient courbés comme des griffes. Courant vers mon lit, il ouvrit la bouche. Rah! J'allais mourir. J'en étais certain. Il allait me déchiqueter et dévorer les restes. Pourtant, figé de peur, je ne pouvais pas bouger. Le clown a foncé vers mon lit et s'est arrêté un instant. Puis, il s'est agenouillé, a glissé ses bras sous le lit et en a sorti cet énorme serpent visqueux qui gigotait, probablement entré par la fenêtre près du lac. Le clown a fracassé sa tête contre le sol, l'a soulevé et l'a écrasé à nouveau. Encore et encore, il a continué à frapper la chose au sol jusqu'à ce qu'elle devienne inerte. Après quelques secondes, il m'a regardé. « Ça va, petit ?» a-t-il dit d'une voix grave, comme s'il avait du gravier dans la gorge. Je n'ai pas pu lui répondre. Bon sang, je ne pouvais même pas penser. « Hé, écoute, je suis désolée pour ça. T'inquiète pas pour le désordre. Ça aura disparu avant que ta mère n'arrive le matin. Ça se dissout tout seul. Ça laissera peut-être une tache sur le tapis. Désolée, je ne peux rien y faire. » Je tremblais vraiment fort. Tout ce que je pouvais dire, c'était « quoi ?» Que quoi? Le clown a fouillé dans sa veste colorée et en a sorti un cigare. Il l'a levé. « Ça te dérange ?» J'ai juste fixé. « Oh, t'inquiète, je ne les fume pas. Le simple fait d'en sucer un me donne ma dose de nicotine, me calme. J'ai arrêté de vraiment les fumer il y a environ 20 ans, mais je n'arrive pas à m'en défaire complètement. Je sais, mais bon, personne n'est parfait, n'est-ce pas? » Le clown a retiré l'emballage plastique du cigare et l'a coincé entre ses dents pointues. Je suppose que ça te fait un peu bizarre, hein? J'ai lentement hoché la tête. Oui, typique. Ne te sens pas mal. Presque tous les enfants que j'ai sauvés ont réagi de la même manière que toi. Qui es-tu? Il a dit en secouant la tête. Je suis Wrinkles. Wrinkles, le clown. Je vais devoir partir maintenant. Après cette nuit-là, je n'ai vu Wrinkles qu'une seule fois. Un jour, un sans-abri a essayé de m'enlever sur le chemin de l'école. Au moment où l'homme a attrapé ma main, quelque chose lui est arrivé. Il a commencé à cracher du sang et est mort dans la rue, étouffé,
Quand les flics m'ont ramené à la maison, Wrinkles est sorti de cette ruelle et m'a fait signe. Une dernière fois, il a mis son doigt sur ses lèvres et a dit « Chut ». L'histoire que vous venez de voir est vaguement basée sur ces images de sécurité à domicile trouvées sur Reddit. Sur cette séquence, on peut voir un petit garçon dormir sur son lit. Les premières secondes, rien ne se passe. Mais ensuite, lentement, la boîte de rangement attachée à son lit commence à bouger. Lentement, la boîte s'ouvre et on peut voir un clown à l'air étrange se cacher à l'intérieur. Le clown reste allongé comme ça pendant quelques secondes, essayant de comprendre si l'enfant est réveillé ou non. Une fois qu'il est sûr, il sort. Il regarde ensuite l'enfant dormir, puis se dirige vers la caméra de sécurité de la maison. Avant que ses motivations ne puissent être comprises, le clown désactive la caméra et arrête l'enregistrement. Les gens qui ont vu cela prétendent que le clown s'appelle Wrinkles et beaucoup d'enfants ont peur de lui. Il existe diverses légendes urbaines à propos de ce clown, mais personne ne sait si cette vidéo est vraiment un gars qui fait une farce ou un tueur caché dans un costume de clown.